Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent Les services secrets israéliens, Aman, Mossad et Shin Bet, de Éric Denessé et David Elkaïm, lu par Fernand Catry. Prologue. Mercredi 1er janvier 2014, fin de matinée. Une explosion retentit dans Sugdol, une banlieue huppée de Prague. Un homme d'une 50aine d'années, grièvement blessé au thorax et à la tête, est évacué vers l'hôpital de Prague-Stressovice, où il est placé dans un coma artificiel. Il ne survivra pas à ses blessures. Sur les lieux de l'incident, la police met immédiatement en place un dispositif de sécurité avant l'arrivée de la presse. En effet, la victime n'est autre que Jamal Al-Jamal, l'ambassadeur de l'autorité palestinienne en République tchèque, en fonction depuis octobre 2013. Rapidement, le chef de la police tchèque déclare aux médias « Il n'existe aucun indice sur une éventuelle attaque terroriste ». L'accident tragique aurait été causé par le déclenchement du mécanisme de protection d'un vieux coffre-fort, dans lequel le diplomate tentait de récupérer des documents. Selon lui, rien ne porte à croire que le système explosif placé sur la porte du coffre-fort a été placé par une personne dans l'intention de nuire à autrui. La thèse de l'attentat est donc écartée. C'est aussi la version des faits que donne le chef de la diplomatie de l'autorité palestinienne, Riyad al-Malki, qui envoie à Prague une équipe spéciale pour coopérer avec les autorités tchèques. Mais rapidement le doute s'installe. Il est clairement établi que le coffre-fort en question, récemment installé dans les locaux flambant neufs de la résidence de l'ambassadeur, était utilisé quotidiennement par le personnel diplomatique. Le porte-parole de l'ambassade confirme ensuite qu'il n'était pas équipé d'un système antivol intégré. La femme de l'ambassadeur, elle-même légèrement blessée par l'explosion, déclare à son tour que seul son mari a été atteint et qu'il n'y a pas de dégâts dans la pièce. Par ailleurs, quelques jours plus tard, la police tchèque admet avoir trouvé dans la résidence du diplomate une grande quantité d'armes à feu non déclarées aux autorités. Rappelons aussi que Jamal Al-Jamal avait rejoint le Fatah de Yasser Arafat en 1975. Il avait occupé des postes dans les missions diplomatiques palestiniennes en Bulgarie et en Tchécoslovaquie, États qui, durant la guerre froide, formaient, équipaient et finançaient, avec la bénédiction du KGB, les combattants palestiniens dans leurs actions armées contre Israël. Avant d'être nommé à Prague, Al-Jamal était consul à Alexandrie depuis 2005. Pour toutes ces raisons, Rana, sa fille, ne croit pas à la thèse d'un accident. Nous pensons que mon père a été tué et que sa mort a été arrangée et n'est pas accidentelle. Le diplomate palestinien a-t-il été tué par un hypothétique système de sécurité ? A-t-il manipulé maladroitement une bombe qui se trouvait dans son coffre-fort ? A-t-il été assassiné ? Et si oui, par qui ? Le mystère reste entier. Mais plusieurs indices font penser à une opération habilement préparée. Le diplomate n'avait que très récemment emménagé dans sa nouvelle résidence. La charge explosive semblait parfaitement proportionnée pour une élimination ciblée. Toutefois, aucun élément ne permet de soupçonner que les services israéliens soient impliqués. Mais c'est paradoxalement ce qui rend possible leur intervention. Le propre d'un assassinat clandestin est de passer aux yeux des enquêteurs pour un accident. L'ombre du Mossad plane donc sur cet événement, peut-être à tort, peut-être pas. Il ne fait aucun doute qu'il pourrait parfaitement employer ce type de méthode, comme il l'a déjà fait à maintes reprises par le passé pour mettre hors d'état de nuire les ennemis d'Israël. Finalement, qu'il soit responsable ou non de cette opération, les services israéliens sont victimes de leur réputation. On ne prête qu'aux riches. Introduction. Le renseignement, assurance vie de l'État hébreu. Au milieu des années 1970, à l'occasion d'une émission de radio, un journaliste israélien recevant le général Mordechai, chef d'état-major de l'armée israélienne, lui posa la question suivante.
Si vous deviez partir sur une île déserte, quelle serait l'unique chose que vous emmèneriez ? L'officier lui répondit alors spontanément « Un officier de renseignement », expliquant qu'en tant que commandant en chef, il était incapable de conduire ses forces à la bataille s'il ne disposait pas de renseignements adéquats. C'est par cette citation qu'Ephraim Kahana, professeur au Western Galilee College de l'université d'Haïfa et auteur du Dictionary of Israeli Intelligence, ouvre son livre. Nous avons choisi de la reprendre, tant elle incarne l'image que les Israéliens se font du renseignement. En effet, la situation d'Israël est pour le moins particulière. Petit État, sa superficie équivaut à 2 départements français. Adossé à la Méditerranée, il ne dispose d'aucune profondeur stratégique en cas d'invasion. Or, il est isolé au milieu de voisins majoritairement hostiles, qui se sont opposés à sa création et qui, pour certains, continuent de refuser son existence. Surtout, sa démographie est infiniment plus faible que celle des pays qui l'entourent. L'État hébreu, fort de près de 8 millions d'habitants, ne compte que 3 voisins moins peuplés que lui. Le Liban, avec un peu plus de 4 millions, la Palestine, avec 4,2, 1,7 à Gaza et 2,5 en Cisjordanie, et la Jordanie, avec un peu plus de 7. Pour le reste, le déséquilibre est flagrant. La Syrie compte près de 23 millions d'habitants, l'Irak 32, l'Égypte plus de 80, comme l'Iran. Ce simple aperçu du rapport démographique entre Israël et ses voisins et adversaires est édifiant. Ces dirigeants savent pertinemment qu'ils pourraient être rayés de la carte à l'occasion d'une invasion militaire. Ainsi, perdre la guerre n'est pas une option, parce que de l'issue de la bataille ne dépend pas seulement l'intégrité territoriale, mais la survie même d'Israël. La seule façon pour l'État hébreu d'éviter un sort que lui ont depuis longtemps promis ses ennemis arabes, c'est de savoir le plus tôt possible ce qu'ils préparent, pour anticiper toute offensive adverse, voire de réduire à néant le développement de leurs forces armées, afin que la menace ne prenne jamais forme. Ainsi, depuis sa création, Israël a-t-il mis l'accent davantage que n'importe quel autre pays au monde sur le renseignement, sans lequel sa sécurité est impossible à assurer, et sur les guerres préventives. Par ailleurs, depuis l'assassinat de 11 athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Munich en 1972, et en raison de la lutte sans merci que lui livrent plusieurs organisations armées, Israël sait qu'il doit se protéger des tentatives d'attaques terroristes sur son territoire, mais aussi contre ses lignes aériennes, ses ambassades et ses ressortissants voyageant à l'étranger. Pour faire face aux défis auxquels il est confronté, l'État hébreu a été contraint d'affecter une part significative de ses ressources à la défense, au renseignement et à la sécurité intérieure. Il a ainsi bâti le plus puissant appareil militaire du Proche-Orient. Celui-ci est précédé et appuyé dans l'ombre par l'action extrêmement efficace des services spéciaux, sans lesquels les forces armées ne pourraient agir avec succès. Depuis sa création, le pays a donc toujours accordé une grande importance à ses services de renseignement et de sécurité, civils et militaires, qui sont parmi les meilleurs au monde.